Alors, je veux commencer par remercier très chaleureusement nos intervenants pour leur présence et leur engagement. Monsieur Jean-Christophe Fromentin, en introduction, maire de Neuilly, président du groupe Territoire en Mouvement. Anaïs Wagilis, docteur en géographie, cofondatrice de l'Institut Open Diplomacy, consultante chez June Partners. François Matens, directeur des affaires publiques et de l'innovation du GICAT, le groupement des industriels de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre, qui nous fait l'amitié d'être connecté depuis Abidjan, où il est en mission aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères. Merci aussi Alexandre Lavissière, professeur à Kedge Business School, expert auprès de la Banque mondiale, qui sera suivi du sénateur Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie et président délégué de l'Association des petites villes de France, que je remercie aussi d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui et pour conclure les débats. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir en quelques mots sur la genèse de ce projet, à quelques semaines des élections départementales et moins d'un an maintenant avant les élections présidentielles. Donc le think tank Territoire, c'est d'abord un cercle de réflexion qui porte une ambition claire, celle de remettre le territoire au cœur du débat politique en prenant une réforme profonde de la gouvernance de la France. D'autres mouvements travaillent depuis bien plus longtemps que nous à cet enjeu clé. Je pense bien sûr à Territoire en Mouvement, que j'ai cité, de Jean-Christophe Fromentin. Il va nous en dire un mot dans un instant. J'ai le plaisir de siéger à ses côtés au sein de l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense, métropole du Grand Paris. Je pense aussi à la société d'encouragement de l'industrie nationale, qui a plusieurs représentants également ce soir. Alors le positionnement du think tank Territoire est un positionnement qui est avant tout technique. J'insiste sur ce point, donc le plus technique que politique. Il réunit des experts et des acteurs locaux venus de toutes les régions de France et qui concentre son travail sur trois axes majeurs: la décentralisation, la réindustrialisation et l'accélération de l'innovation, qui font l'objet d'une réflexion conjointe pour traduire leur interdépendance. C'est notre conviction et c'est l'originalité de la démarche que nous proposons. Alors nous avons commencé par dresser le constat d'une tendance à la recentralisation du pouvoir ces dernières années, qui n'a pas été sans conséquence, on l'a vu notamment sur la gestion de la crise sanitaire. Constat aussi du retard industriel et technologique accusé par la France au cours des dernières décennies, dont Anaïs Wagilis nous parlera tout à l'heure. Il nous parlera surtout de ce que nous devons et pouvons faire pour réindustrialiser notre pays. Alors un corollaire de ce retard, c'est une certaine résistance à l'innovation qui est la préoccupation permanente, quotidienne de François Matens, que nous entendrons. Une résistance qui tient notamment au manque de moyens dévolus à la recherche et son maillage inégal, privant la France des exploits scientifiques et techniques dont elle a été longtemps coutumière. Une résistance qui tient aussi à un certain aveuglement sur la réalité de nos forces face à la toute-puissance des géants mondiaux, mais aussi sur la réalité de nos besoins, la réalité des besoins exprimés par les Français dans les territoires. Alors c'est à l'échelle du territoire que nous souhaitons proposer une réponse pour mieux identifier ces forces et ces besoins et se hisser à la juste hauteur des défis politiques, économiques, sociaux et culturels qui nous attendent, sans nous tromper de combat. Alors nous verrons que le salut doit venir de la périphérie, les villes petites et moyennes, les territoires ruraux, les zones transfrontalières, les zones portuaires aussi, dont Alexandre Lavissière nous expliquera en quoi elles peuvent contribuer notamment à l'effort de relocalisation. Alors nous sommes convaincus que le territoire, qu'il soit région, département, commune, groupement de communes, traduit un niveau de proximité géographique et intellectuelle qui semble autoriser ceux qui se refusent, parfois malheureusement à l'État, le consentement à la chose publique, sans doute fragilisé par les certitudes du personnel politique central et la réponse trop souvent européenne faite à l'exigence de proximité qui augmente la perception d'un décalage entre gouvernants et gouvernés. Alors ce consentement revêt plusieurs dimensions: le consentement à la règle, dont la légitimité doit être mieux établie pour chacun, simplifiée et mise au service du plus grand nombre; consentement à l'impôt, qui doit financer des actions visibles, perceptibles, directement utiles; consentement à la transformation, capable de s'appuyer sur une force productive retrouvée, qui redonne à chaque territoire fierté et vision collective; consentement à l'intérêt général, en somme, puisqu'il est l'intérêt que je partage avec mon voisin immédiat. Alors chaque territoire doit pouvoir offrir aux Français des capacités adaptées, sur mesure,
des conditions de travail et d'invention, l'énergie dont la France a besoin pour recommencer à grandir et réaffirmer son identité, une identité qui n'a pas de racines si elle n'est pas ancrée dans un territoire. Voilà, donc parce qu'il n'y a pas d'enjeu plus grand et que l'objectif d'une refonte profonde de la gouvernance de la France au profit des territoires est complexe dans sa réalisation et doit être populaire dans sa compréhension et dans son acceptation, le think tank territoire s'est donné pour mission de conduire de larges consultations au cours des prochains mois, de repenser l'acte 3 de la décentralisation, dont on peut dire sans trop s'avancer qu'il n'a pas répondu malheureusement à toutes les attentes, et de travailler à une proposition d'acte 4. La place de cet impératif de décentralisation dans les discours de campagne constituera pour nous un baromètre intéressant dont nous assurerons une veille régulière et que vous pourrez retrouver sur notre site thinktankterritoire.com. Alors voilà, je ne vais pas m'étendre et laisser la parole voilà, aux vrais experts, en commençant par Jean-Christophe Fromentin. Auparavant, je vais préciser les règles pour les questions. Chaque intervenant aura un quart d'heure, donc 12 minutes pour intervenir et 2-3 minutes pour répondre aux questions. Je vous invite à proposer dans le chat. Et Guillaume, à ma gauche, secrétaire général du think tank territoire, choisira une ou deux questions pour les soumettre à nos intervenants. Voilà, les contraintes de temps sont ce qu'elles sont. Donc voilà, je vais vous laisser la parole. Monsieur le maire, voilà, cher Jean-Christophe, je vous laisse le champ. Et merci encore énormément d'être parmi nous. Très bien, mais écoutez, merci, merci pour votre invitation et merci pour votre initiative. Le sujet des territoires occupe de plus en plus le débat, à la fois le débat lié aux échéances électorales très proches, mais en même temps probablement le débat national, parce qu'on voit bien que le sujet interpelle de plus en plus. Ce qui est intéressant, c'est que, en fin de compte, le sujet n'est plus un sujet qui part d'en haut, c'est un sujet qui vient d'en bas, qui vient des Français. Et vous l'avez sans doute tous remarqué, depuis maintenant plus d'un an, il y a très régulièrement des études d'opinion sur l'appétence des Français sur leur lieu de vie. Et on voit que très majoritairement, les villages, les villes moyennes, les zones apaisées, les zones où l'espace est accessible, sont celles préférées des Français. Une des dernières études, c'est Kantar avec la Fabrique de la Cité, qui démontre très bien et beaucoup dans le détail combien et sur quels critères finalement les Français sont très majoritaires à désirer cette décentralisation, ces lieux de vie que constituent nos territoires au sens large du mot, à la fois les zones rurales, les villages, les villes moyennes. Alors, ce mouvement, il n'est pas nouveau, même si il est davantage exprimé à l'aune de la crise et à l'aune des contingences qu'on connaît actuellement. Moi, je pense que ce mouvement, il est bien plus profond. Ça fait pour ma part une dizaine d'années que je le suis, que je l'analyse, que j'essaye de comprendre quels sont ces nouveaux mécanismes qui finalement tendent à affranchir petit à petit chacun d'une vision très métropolitaine du monde, puisque ça vous a pas échappé, il y a depuis quelques décennies une forme d'injonction métropolitaine avec beaucoup d'acteurs qui disent le monde sera métropolitain ou ne sera pas, jusqu'à projeter que 90% de l'humanité serait dans 200 grandes villes à l'échéance de 20 ou 30 ans. Et donc, il y avait une espèce d'idée reçue que finalement le monde serait métropolitain. Et moi, cette injonction, ce courant de pensée m'avait interpellé il y a quelques années à l'aune de trois réflexions. Une réflexion économique, une réflexion sociale et une réflexion environnementale. La réflexion économique, c'était qu'en poussant les curseurs de la métropolisation, on avait un phénomène de standardisation de l'économie. Et quand l'économie se standardise, quand tout le monde, en gros, tend à faire de plus en plus la même chose, ben vous avez une compétition financière qui est extrêmement complexe et vous avez une perte, une dissolution des avantages comparatifs de ceux que les territoires, justement, permettent de produire de singulier et qui nourrit la qualité des échanges à travers le monde. Donc, on avait un risque et une impasse économique à avoir une société qui se standardise, qui se métropolise. Et on le voit tous, hein, sans être économiste, combien finalement cette tendance a contribué à la financiarisation de l'économie et à une compétition très exacerbée, à une difficulté à financer le temps long dans la mesure où le temps court, le temps financier, le temps de l'économie financière prenait le dessus. Et là, cette tendance à l'hyper-urbanisation correspondait à se nouer à cette impasse
économique. Le deuxième risque, c'est un risque social. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, j'ai fait une forme de tour du monde dans une douzaine de pays pour analyser finalement le bénéfice social ou pas de la proximité, de l'hyperproximité dans les zones denses. Et on voit, et c'est constant dans toutes les grandes villes, dans beaucoup de grandes villes du monde, que finalement, on confond un peu proximité et promiscuité, et que plus la ville est dense, plus la défiance vis-à-vis de son voisin est importante, et que finalement, on dégrade le tissu social, l'altérité, la rencontre, dans cette promiscuité et dans cette absence d'espace qu'il y a dans la ville dès lors qu'elle se densifie au-delà d'un certain seuil. Et puis enfin, le troisième risque, ou la troisième limite, c'est les limites environnementales, hein, les îlots de chaleur que fabriquent ces énormes, cette hyper-urbanisation, elle est un des grands responsables de la dégradation de la couche d'ozone. Et on voit bien que là aussi, le prisme environnemental est extrêmement complexe à l'aune de cette tendance à la métropolisation. Et puis en parallèle, beaucoup de sociologues, d'anthropologues disaient, mais en fin de compte, il y aura un retour, il y aura une réaction, dans la mesure où on n'est pas structuré pour vivre hors sol. Et donc la double approche à la fois métropolitaine et technologique, elle nous met de plus en plus hors sol, et qu'il y aura un retour, il y aura un appétit à retrouver finalement une proximité avec la nature, avec de l'espace, etc. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Hein. Si les Français, mais c'est pareil, j'étais il y a 1 an et demi aux États-Unis pour travailler sur ces sujets-là à Washington, partout on constate un déplacement vers les villes moyennes. Et en fin de compte, ce déplacement, quand on regarde les études qui ont été faites, il se fait à l'aune de deux vecteurs. Un vecteur qui est un peu celui en réaction à un monde hors sol, c'est-à-dire un besoin d'espace, un besoin de proximité avec la nature, un besoin de se reterritorialiser au sens de la terre aussi, au sens de la qualité de vie inhérent à la proximité de la terre, et puis des paysages et des environnements auxquels on est les uns les autres sensibles. Et donc là, il y a d'ailleurs un sociologue allemand qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, qui s'appelle Hartmut Rosa, avec un livre récent qui s'appelle Résonance, qui est extrêmement intéressant sur justement cette reconnexion à la réalité géographique. Et puis, il y a un autre phénomène qui est à mon avis, extrêmement intéressant, vous parliez de l'innovation tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, quand on regarde bien l'histoire contemporaine, la ville dense, elle est liée à la révolution industrielle. Elle est liée au fait que, finalement, on a été vivre là où il y avait du travail et que la concentration urbaine était finalement un nécessaire pour amortir des grands investissements, des grands équipements, des écoles, des banques, des hôpitaux, etc. Et qu'il y avait un phénomène qui était associé, hein, grands équipements égale grands investissements égale grande concentration urbaine. Et ça, c'est vraiment le phénomène de la révolution industrielle dont la construction économique était liée à cette réalité. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est en réseau. Le monde technologique, c'est un monde qui est décentralisé. C'est un monde dont la centralité n'est pas liée à un espace, à un lieu, il est lié à la proximité ou à la capacité qu'on a à se connecter à un réseau. Or, dès lors, finalement, que l'innovation procède d'une horizontalité, d'un système en réseau, nos vies et notre proximité et notre accès à un certain nombre de services n'est plus lié à la concentration urbaine, est lié à notre capacité à nous connecter au réseau depuis là où on est. Et c'est ce qui m'a amené à travailler sur cette bascule, hein, il y a 2 ans, avec un livre en 2018 où j'expliquais qu'on va passer à un monde où on va vivre là où il y a du travail, à un monde où on va travailler là où on veut vivre. Et qu'il y avait une bascule liée à cette construction économique, hein, cette réalité technologique, à cette tendance forte à l'innovation qui, petit à petit, nous permet d'accéder au même niveau de service, alors pas encore au même, mais à un meilleur niveau de service, quel que soit l'endroit où on est, pour autant, bien entendu, qu'on puisse se connecter à un réseau. Et ça, à mon avis, c'est vraiment l'élément au cœur de cette révolution territoriale, c'est qu'elle nous affranchit, par le biais de l'innovation, de cette nécessaire concentration urbaine pour aller finalement dans un monde où, si demain on va guérir, on a accès par le truchement de notre smartphone à toute une palette de services qui sont ceux que la technologie nous permet d'avoir. Et on le voit bien dans les jeunes générations. C'est pas tant
être au cœur de la ville qui les préoccupe, c'est d'avoir toujours dans leur poche le smartphone qui les connecte avec leurs films, avec leurs amis, avec leurs données, avec leurs professeurs, le cas échéant. Et la centralité n'est plus tant une affaire, encore une fois, de concentration urbaine, mais est une affaire de connexion. Et il y a cette nouvelle liberté. Voilà, alors ça ouvre des enjeux considérables. Ça ouvre des enjeux de vision, hein, de vision très politique. C'est-à-dire quel monde on veut construire. Est-ce qu'on veut construire un monde où chacun retrouve une forme de liberté, de vivre là où il rêve de vivre, et finalement de se dire on le connectera, on le mettra dans un système de réseau qui lui permettra de faire un choix de vie par rapport à ce qu'il a envie de vivre comme vie, comme projet de vie, avec sa famille, dans un environnement qui lui plaît. Donc il y a un sujet politique, éminemment politique, et qui procède d'ailleurs presque d'un projet de société dans cette idée des territoires. Il y a un deuxième sujet qui est un sujet d'aménagement du territoire qu'il faut repenser à cette aune, à l'aune de ces attentes et de ces nouveaux outils. Et puis, il y a bien entendu un projet d'investissement, parce qu'il y a une réorganisation, un réinvestissement de nos territoires, de telle manière à ce que les services soient distribués en conséquence. Pour moi, il y a une double armature à construire, et ça a été le sujet d'une mobilisation il y a un an avec 200 élus et universitaires. On a dit il faut qu'on apprenne à faire cohabiter une armature métropolitaine, nécessaire pour se connecter avec le monde, pour avoir des fonctions de centralité qui sont pour certaines l'apanage d'une métropole. Mais encore faut-il faire attention à ne pas confondre grande ville et métropole. Et quand là, on a consacré l'idée que les métropoles, c'était 400 000 habitants, on s'est davantage posé sur un système de démographie que sur un système fonctionnel. Pour moi, le sujet n'est pas tant qu'une ville ait 400 000 habitants pour qu'elle soit une métropole. Le sujet, c'est est-ce qu'elle a des fonctionnalités métropolitaines, de connexion avec le monde, de capacité logistique, de capacité académique, etc. Donc, une armature de métropole et une armature de ville moyenne. Et dans les travaux qu'on a faits, on dit, et notamment après beaucoup d'enseignements liés à la crise des Gilets jaunes, on voit bien qu'il y a deux étiages également en termes de proximité de ces deux réseaux, que les Français aspirent à être à moins d'un quart d'heure d'une ville moyenne qui concentre un certain nombre de services, services sociaux, services d'éducation, services de santé, etc. Donc, mettre tous les Français à moins d'un quart d'heure d'une ville moyenne, c'est un vrai sujet d'équité territoriale. Et on a un deuxième sujet, et là, quand on regarde toute la cartographie, notamment la dernière cartographie de l'INSEE sur les dynamiques territoriales, c'est mettre toutes les villes moyennes à moins d'une heure et demie d'une métropole, elles-mêmes connectées au monde. Et ces deux dimensions, d'abord ces deux armatures et ces deux dynamiques, une dynamique sociale vers les villes moyennes, une dynamique de développement avec cette proximité métropolitaine, sont deux éléments qui sont aujourd'hui essentiels dans la construction d'un aménagement de territoire équilibré et en mesure de faire face aux enjeux que sont les enjeux économiques, sociaux, environnementaux que j'évoquais en ouverture. Voilà, je n'ai pas mesuré le temps, mais je ne veux pas abuser de mon temps, mais on doit être à une dizaine de minutes. Donc voilà, je vous laisse prendre la main sur le sujet. Réglé comme un métronome, effectivement. Alors, une question qui a été posée. Guillaume, je te laisse la lire peut-être. Alors, monsieur le maire, en matière d'aménagement, voyez-vous un mouvement nouveau, concret et actuel de changement des décisions, de la centralité à des aménagements? Je vous lis la question telle qu'elle. Je ne sais pas si vous la comprenez. Non, mais le mouvement, on le sent très fort. Oui. On le sent très fort. Alors, il est parfois un peu métaphorique. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez 40% des Français, c'est à peu près ce qu'on a dans les études d'opinion, qui veulent vivre dans un village, bon, il est clair que 40% des Français ne sont pas prêts à vivre dans un village. Mais ils expriment par ce choix, ils expriment en fin de compte des choix de qualité de vie, de proximité, de convivialité, de besoin d'espace, de patrimoine. Donc, il y a un vrai mouvement parce qu'il y a quelques années, on n'avait pas du tout les mêmes chiffres sur ces intentions. Et puis, il y a un autre angle. J'évoquais l'angle économique. Vous voyez, je regardais récemment, et j'ai fait un petit papier dans la tribune là-dessus, les données de Rexecode sur l'évolution des parts de marché de la France. Et Rexecode, dans une étude assez approfondie, montrait que la France est le pays de la zone euro qui décroche le plus en termes de compétitivité hors prix, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire de capacité
à finalement conserver des parts de marché dans le monde. Et ça, vous voyez, c'est quand on regarde un peu l'étude, en fin de compte, c'est un peu lié à la standardisation de notre économie. On a une économie qui se tourne trop vite ou qui est surexposée puisqu'elle est sur des secteurs comme la tech ou l'aéronautique ou des secteurs technologiques qui sont nécessaires mais qui ne sont pas très différenciants et sur lesquels un certain nombre de pays vont plus vite que nous. Et c'est ce qui explique qu'on décroche. Et en fin de compte, on ne se réintéresse pas assez, on ne refertilise pas assez des sujets que nos territoires ont en germe, de par la culture et de par les savoir-faire, qui sont des sujets sur lesquels nos avantages comparatifs sont beaucoup plus forts. Et on voit que ce mouvement vers les territoires, il procède de deux phénomènes nécessaires et même convergents. C'est à la fois des projets de vie et des projets économiques. Projet de vie, c'est voilà, vouloir vivre dans des contextes apaisés. L'appétence est très forte et renforcée par les sujets technologiques que j'évoquais tout à l'heure. Et puis la nécessité de reterritorialiser notre économie, d'innover, parce que c'est ça, mais pour se redonner finalement une faculté de compétitivité hors prix, d'avantages comparatifs sur la scène internationale. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On va prendre une deuxième question. Donc, s'il est possible d'y répondre de manière aussi synthétique que possible avant de lancer la deuxième intervention. Guillaume, si tu peux lire la deuxième question. Monsieur le maire, vous évoquez les conséquences écologiques de la densité, voire de la surdensité urbaine, mais les politiques écologiques actuelles visent à lutter contre l'artificialisation, voire, comme en Allemagne, à remettre en cause la maison individuelle qui est au cœur de l'urbanisme en province. Nos politiques environnementales qui visent à favoriser la densité et à lutter contre l'artificialisation ne sont-elles pas à contre-courant des aspirations des citoyens? C'est un vrai sujet. En fin de compte, si vous voulez, je pense qu'on peut tout à fait réinvestir les territoires, réinvestir les villes moyennes sans avoir d'étalement urbain. Quand on regarde le taux de vacances dans la plupart de nos villes moyennes, dans le centre-ville, il est tout à fait impressionnant. Vous avez peut-être suivi l'opération Action Cœur de Ville qui est diligentée par l'État et qui est maintenant signée par 222 villes, dont on voit bien que l'idée, justement, est de rapatrier dans le cœur de ville ce qui avait participé de l'étalement urbain depuis quelques décennies. Donc, quand on regarde les dynamiques territoriales et aujourd'hui la vacance qu'il y a dans un certain nombre de villes moyennes et de villages, on voit très bien qu'on peut à la fois rééquilibrer l'habitat et la vie des uns et des autres, l'aménagement du territoire, sans pour autant tomber dans cette artificialisation supplémentaire des sols. Et ça, c'est particulier à la France, qui a beaucoup déserté ces territoires. Maintenant, il y a un mouvement, et on voit ce mouvement, il vient réoccuper, il faut qu'on tende, en tous les cas, ce qu'il en soit ainsi, il vient réoccuper des zones vacantes, dans certains cas des villages abandonnés, des villes moyennes avec de l'espace en centre-ville. Et je crois que de ce point de vue-là, ce rééquilibrage peut parfaitement fonctionner. En tout cas, les chiffres tendent à le prouver. Merci infiniment, Monsieur le maire, pour cette intervention et pour vos réponses à ces questions. Il y en a une autre, mais malheureusement, on a déjà un tout petit peu de retard et je voudrais qu'on n'en prenne pas davantage. Okay. Donc je vais laisser, merci encore infiniment. Je vais laisser la parole à François Matens, qui va prendre son avion depuis Abidjan dans quelques dizaines de minutes. Donc j'inverse un tout petit peu l'ordre des interventions. François, je crois que tu as des slides à faire passer. Donc, tu peux partager ton écran. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Vincent pour pouvoir échanger sur ce sujet-là qui est à la fois pas mon cœur de métier, mais qui me préoccupe au quotidien puisque je travaille énormément sur les sujets d'innovation et on travaille beaucoup sur la problématique des territoires aussi de manière plus ou moins directe ou indirecte. Et pour rebondir sur ce que disait Monsieur le maire Fromentin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet là-dessus sur les territoires. L'innovation peut être une manière de travailler là-dessus. Et le problème, c'est qu'on a une vision un peu trop parisiano-centrée des problématiques d'innovation. Et ça, moi, je le vois aussi bien sur l'enjeu que peut y avoir au niveau des politiques publiques en matière d'innovation, et également les concentrations d'actions qu'on peut faire qui sont parfois un peu trop parisiano-centrées.
ou en tout cas orientée vers les grandes villes. On connaît voilà, les 10 grandes métropoles, mais moi, ce que je constate au quotidien, et j'y reviendrai, c'est que l'innovation, elle est quand même innervée au milieu de tous les territoires. Et l'idée, c'est de pouvoir comment créer des synergies et travailler sur cette intelligence collective qui nous permettent de montrer qu'il n'y a pas qu'à Paris que ça se décide. Après, l'idée, il ne faut pas être dans une c'est pour ça que de manière un peu provocatrice, une revanche des Girondins face aux Jacobins, c'est de pouvoir travailler ensemble et c'est de montrer que notre pays va pouvoir sortir par le haut de ces problématiques d'innovation parce qu'on arrive à travailler ensemble et pas parce qu'on s'oppose en disant la capitale contre les territoires. Et il y a du bon à prendre partout et c'est comment on peut travailler là-dessus. Un petit élément de contexte avant de rentrer dans le sujet, c'est cette slide, elle est anglo-saxonne, donc elle est souvent très compliquée, ça fait très intelligent. Mais en gros, l'idée, c'est de montrer que les contextes de crise sont toujours favorables à l'explosion des innovations. Et ça, il faut en avoir conscience dans le contexte, on va dire, Covid, voire post-Covid qu'on est en train de vivre. C'est que l'innovation, c'est maintenant qu'elle existe, c'est maintenant qu'elle est en train de se développer, c'est maintenant qu'il faut la soutenir. Et ça aussi, c'est un message que j'en profite pour passer ça à certains politiques. On le voit sur le côté financement et avec plan de relance en disant il faut relancer l'économie, mais c'est surtout maintenant qu'il faut prendre des risques. C'est maintenant qu'il faut oser. C'est maintenant qu'il faut se dire que l'innovation, on peut tenter dans un contexte post-Covid des choses qu'on n'avait jamais osé faire. Si ce n'est pas maintenant, ce sera certainement jamais. Donc ça, c'est un élément de contexte qui est très important et c'est sur les territoires. C'est que le contexte dans lequel on vit aujourd'hui est celui qui peut, même si ça peut être paradoxal, est le plus propice à innover. Et en tout cas, à prendre des risques pour le faire. Donc ça, c'est très important de le voir. Et en plus, on le voit que souvent, il y a des financements qui se débloquent assez rapidement. Alors, soit dans une logique de relance, comme on peut le voir là actuellement au niveau étatique, et c'est une très bonne chose hein, sur plein d'aspects, mais également dans les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, on voit que la crise est aussi facteur de financement et d'investissement. Donc ça, c'est quelque chose de favorable. Et ça se ressent tout de suite aussi également sur les ROI en termes de business. Hein. Alors évidemment, la crise actuelle, on n'a pas encore du tout le recul, il faudra attendre quelques années, mais on se rend compte que la crise qu'on a connue en 2007-2008, elle a permis quand même, grâce notamment à des innovations, à certaines choses qui ont été lancées, de se relancer, d'arriver à des niveaux qui étaient supérieurs à partir de 2013-2014 à ce qu'on avait connu avant. Donc, l'investissement que vous faites dans une période de crise ou de post-crise, en général, générateur de plus-value et de développement bien supérieur, on va dire, à une période normale. Donc là aussi, c'était important de l'avoir en tête par rapport à tout ça. La France a quand même pris conscience il y a quelques années de la nécessité d'avoir ce qu'ils appellent ça une innovation territoriale. Donc ça, c'est notamment des programmes qui ont été lancés il y a 2-3 ans avec des zones tests et des régions tests que là, vous avez donc qui essaient de couvrir le plus possible le territoire. Alors, désolé pour nos amis auvergnats ou nos amis corses, ils vont être un peu déçus parce qu'ils ne sont pas représentés sur cette carte, mais je ne dis pas qu'il y a de l'innovation dans ces territoires, mais en tout cas, ce n'est pas là-dessus que ça a été mis en avant sur certains projets. Donc, aujourd'hui, on voit que même si on a toujours une vision très parisiano-centrée, il y a des actions qui sont menées sur le territoire et pour les territoires en matière d'innovation sur des domaines très divers et variés sur lesquels je vais revenir tout de suite. Il y a aussi un projet, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Territoire de confiance, donc qui est au sein du comité national de l'industrie. Alors moi, sur les sujets que je connais particulièrement, sur les sujets de sécurité, mais qui sont plus larges que la sécurité stricto sensu. Et l'idée, c'est de mettre une logique d'intelligence territoriale pour qu'en gros, ça soit au bénéfice des territoires et créateurs au sein des territoires. Et donc ça, c'est d'avoir une vraie logique d'intelligence collective où on peut faire remonter cette innovation, évidemment les collectivités qui seront centrales là-dedans, évidemment l'État, mais également associer des acteurs qui sont parfois un peu oubliés. C'est directement les citoyens, en proposant des projets qui peuvent soit répondre à un besoin ou soit proposer une innovation, et les acteurs associatifs,
où c'est vrai que quand on entend le mot association, on ne pense pas tout de suite innovation, et pourtant, il y a des vraies innovations dans le secteur associatif. Et évidemment, les entreprises qui ne doivent pas être uniquement vues comme soit des gens qui financent ou soit des gens qui proposent des solutions. Il peut y avoir technologique, mais il peut y avoir évidemment une nécessité d'être porteur de projet et d'être dans une logique de push pour pouvoir apporter des solutions à tout ça. Le plus possible un déploiement rapide, parce que si c'est pour avoir des programmes sur 5-10 ans, l'innovation, c'est là où on met la différence entre faire de la R&D et de l'innovation. Donc, il faut que ça réponde rapidement à un besoin. Et ça, c'est indispensable. Les citoyens aujourd'hui, encore une fois, je mets des guillemets quand je dis ça, mais c'est éponyme d'un livre qui s'appelle « La dictature de l'urgence ». On veut toujours appuyer sur un bouton et que ça délivre rapidement. Là, il faut, même si on sait que ce n'est pas du jour au lendemain, il faut quand même être capable de pouvoir déployer des projets rapidement et pragmatiques. Un pilotage également depuis les territoires, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une région elle-même ou une métropole elle-même qui sait ce qui est bon pour ses citoyens et ses administrés. Donc là aussi, se départir du maillage et du millefeuille de prise de décision qui peut avoir ces sujets-là, et c'est responsabiliser le plus possible les territoires pour qu'ils prennent en compte leur processus décisionnel et puis leurs actions derrière. Et puis voilà, évidemment, développer une attractivité territoriale, ça je vais y revenir tout à l'heure. Et ce qu'on constate dans ce qui a été lancé il y a quelques années, en tout cas il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est que les territoires, en tout cas en France, sont vraiment en pointe sur pas mal de secteurs. J'en ai mis là quelques-uns qui sont ceux qui ressortent, où on voit que la France peut être motrice un minimum en Europe, voire un peu plus loin sur certains sujets qui sont la transition écologique. Bon là, je ne vais pas développer plus que ça, et c'est lié avec l'énergie durable. Au-delà d'être un effet de mode il y a quelques années, maintenant c'est un sujet central dans tout ce qui est fait en matière d'innovation. Les problématiques de mobilité, évidemment, aussi bien les gros transports, on va dire longue distance, que les parcours petite distance, qui sont centraux aussi pour les territoires. Et là aussi, faut toujours, on calque toujours un modèle où moi je suis toujours fasciné de voir du oui, mais il n'y a qu'à prendre son vélo pour faire telle distance entre le travail. Et, ouais, il faut que les gens qui disent ça aient conscience qu'à Paris, ça peut être potentiellement facile, mais quand vous avez 20 ou 30 km à faire aller-retour quand vous êtes en région, c'est beaucoup moins marrant, surtout si ça ne se fait pas par beau temps. Donc, il y a vraiment une vision qui doit être un peu cassée sur ces territoires de pointe. Et évidemment, les systèmes de santé et l'évolution du marché de travail, où la France, moi j'étais assez étonné de voir qu'elle permettait quand même de proposer des solutions qui étaient très innovantes, aussi bien sur les problématiques de recrutement, d'évolution de carrière et de plateformes numériques pour aider à tout cela. Et moi, pour travailler dans l'écosystème défense depuis quelques années, ce que je vois, c'est qu'il y avait déjà une prise de conscience qui a été faite il y a de nombreuses années par donc, la Direction générale pour l'armement, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est la direction des achats, pour faire très simple, la direction des achats du ministère des Armées. Et ils ont créé ce qu'ils appellent des clusters. Alors, ce mot maintenant est un peu moins à la mode, en tout cas pas de façon très, très positive d'utiliser le mot cluster, mais en tout cas, c'est encore la dénomination qui est faite aujourd'hui, pour essayer de faire remonter le plus possible l'innovation depuis les territoires. Donc, avant, où il y avait une vision assez centrée, assez en silo, où en gros, toute l'innovation, elle devait remonter à Paris. Là, maintenant, il y a eu une décentralisation qui a été faite en fonction de certaines compétences de certaines régions qui permettaient donc du coup de pouvoir aller capter l'innovation là où elle est le plus concentrée sur le territoire. Et je prends un exemple très simple, le cluster Ciel que vous avez en bas à gauche, qui est plutôt dans la région toulousaine. Il y a un écosystème aux alentours de Toulouse qui est vraiment mobilisé autour des problématiques aéronautiques et spatiales. Pourquoi on va s'amuser à faire ça à Paris alors que je caricature, tout se passe à Toulouse. Donc, on a décidé de décentraliser ces sujets d'innovation pour faire de la région Aquitaine le leader français sur ces problématiques d'innovation, en tout cas liées à l'aéronautique. Et ce qu'on voit, j'essaie de faire quelque chose d'assez basique sur bénéfices et inconvénients de l'innovation dans les territoires, c'est qu'on voit que ça permet quand même de mettre en relation à une échelle assez réduite cette logique d'intelligence collective. Et comme globalement, on va dire qu'il y a une échelle d'une région, les gens se connaissent plutôt bien, en tout cas, ils ont plus d'occasions de se croiser,
plutôt qu'à chaque fois traverser toute la France, et ben, ça fait émerger des choses, un écosystème d'innovation par le haut et très dynamique. Et c'est là où ces collaborations, elles sont très intéressantes parce qu'on voit que puisque les gens se connaissent bien depuis quelques années, eh ben, on arrive à créer des liens un peu plus facilement entre des écoles, universités, laboratoires de recherche, des entreprises et évidemment les territoires qui permettent de sortir par le haut de certains enjeux technologiques, en tout cas en matière d'innovation. Après, vous vous heurtez forcément à des enjeux, et ça c'est la carte que je montrais tout à l'heure, où il y a parfois des territoires qui sont quand même moyennement attractifs, hein, et encore une fois, je ne vais pas faire du name and chain, mais on a plus envie d'aller innover, en tout cas de par certaines capacités d'infrastructure, je sais pas, aller à Bordeaux, Montpellier ou Lille, que si vous êtes à Aurillac, à Thionville ou je sais pas où, dans une autre coin de la France. Et ça, bah, c'est inhérent à tout développement territorial, hein. Il y aura toujours des gens qui seront plus ou moins attractifs, mais c'est essayer de créer un niveau équivalent à peu près de tout pour avoir un minimum pour développer ces territoires. Et parfois, du coup, ça s'allie certaines difficultés de mise en relation parce que les facteurs ne sont pas toujours là. Et il y a des régions aussi qui sont des déserts académiques, hein, ou certaines régions, des universités en tout cas, qui ne sont pas en capacité de travailler sur ce sujet-là. Ils sont peut-être très bons sur certains domaines, mais pas d'autres. Et évidemment aussi des entreprises qui ont délaissé ces territoires depuis quelques années et n'ont pas forcément envie d'y retourner. Donc moi, je pratique ça depuis un moment au sein de mon accélérateur. Donc j'ai un accélérateur de startup qui est lié aux questions de sécurité et de défense. Et sans aucune volonté d'orienter mon recrutement, voici la carte aujourd'hui des startups que j'accompagne. Vous voyez qu'il y a quand même une répartition, alors évidemment qui n'est pas totale, hein, mais qui est quand même non négligeable à travers la France, entre une qui est à Roubaix, l'autre qui est à Nice, une qui est à Lorient, une qui est à Metz, enfin Strasbourg, pardon, en passant par Bayonne. Donc, vous voyez, on arrive quand même à faire quelques diagonales à travers la France, permettant d'avoir de l'innovation sur mes sujets à travers tout le territoire. Après, on en revient à l'attractivité, et ça c'est un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, quid, et moi je le vois très bien sur certaines de mes startups qui me disent mais moi je ne vais pas m'amuser à aller m'implanter même à 1 heure de Paris en RER. J'ai pas de temps à perdre. Donc, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'être soit je suis à l'autre bout de la France, mais j'y suis en 1h30 d'avion ou en 3 heures de train. Mais il est hors de question que je perde du temps pour aller passer mes journées dans les transports pour faire mon travail. En tout cas, aller rencontrer son écosystème. Il y a aussi des territoires qui sont un peu plus en avance que d'autres sur les subventions et les aides. Donc là aussi, les régions, ont quand même mis beaucoup de boost là-dessus, c'est tout à leur honneur. En plus, elles sont très liées au financement européen et beaucoup de financement européen passe par les régions. Et ça, c'est un vrai argument pour les territoires de dire aujourd'hui l'argent il est chez nous, et c'est vrai, c'est une chose très vraie, et à côté de ça il y a quand même une logique d'avoir des infrastructures qui permettent quand même de pouvoir soutenir cette innovation, et donc là ça passe par de l'internet au débit, de la 5G, et également des infrastructures, donc soit des incubateurs, des accélérateurs, des pépinières qui permettent d'accueillir tout ce bon monde. Et là, encore une fois, il y en a toujours qui sont plus ou moins attractifs que d'autres. Et là, c'est à certains de monter en compétence certaines choses et d'autres à pérenniser. Et là, pour terminer, je prends 3 exemples de pépites que j'ai, à qui je suis en contact. Là, c'est une qui s'appelle 22, qui est pour la peine une startup qui est au service des villes. Elle aide pour accompagner les collectivités à faire à travers du computer vision, donc de l'analyse d'images vidéo, être en capacité de faire tout ce qui est incivilité, bagages abandonnés, abandon de déchets, évidemment problématique de sécurité pour tout ce qui est violence à la personne ou dégradation de biens, et qui, elle, pour la peine, c'est une startup qui est au service des territoires pour les aider le plus possible à être plus compétents et à être plus innovants dans leur domaine. Ensuite, un autre portage, et là, pour la peine, c'est Numalis qui, en gros, je vous fais la version simple, c'est un... Alors là où c'est intéressant, c'est que c'est un jeune, c'est un docteur qui a converti sa thèse en entreprise, et ce qui est trop rare pour être souligné en France, où on fait un peu trop une dichotomie entre disant il y a le monde de la recherche dans son coin, et en gros tu fais de la recherche toute ta vie et tu restes dans un laboratoire, et puis souvent quand ils sont très bons, ils partent à l'étranger parce qu'on les paye un peu mieux, on les fait travailler dans des meilleures conditions, ou il y a quelques ovnis comme Arnaud de Numalis
qui a converti sa thèse en entreprise et qui, en gros, je vais faire une version très simple, un correcteur automatique de code. Et donc, lui, il n'est pas au service direct des collectivités, mais c'est là où c'est intéressant, c'est que lui, depuis le début, il a dit « Mais moi, pour rien au monde, je quitte Montpellier. C'est la ville, c'est mon territoire. J'ai un cadre de vie qui fait qu'aujourd'hui, je viens à Paris quand je dois venir à Paris, mais je n'ai aucune envie de quitter mon cadre de vie. » Et ça, c'est aussi un vrai argument pour capter l'innovation dans certains territoires. C'est le cadre de vie au quotidien qu'on peut offrir à des entreprises innovantes. Et le troisième exemple, qui est Aleph Network, qui est, là aussi, je caricature, mais ils ont créé un moteur de recherche type Google pour chercher dans le dark web et le deep web. Eux, ils sont fin fond de la région lyonnaise, dans une petite maison au milieu d'un village. Et eux, ils sont venus justement chercher la tranquillité, un cadre de vie aussi, qui permettent, comme ils travaillent sur des sujets sensibles, ils sont totalement isolés de leur périmètre et ils arrivent à avoir des conditions de travail qui sont intéressantes dans le sens où ils sont coupés du monde et ça leur va très bien dans la manière d'innover, même si je ne vous cache pas que quand on est au fin fond à une heure peut-être pas une heure, mais en tout cas une demi-heure d'une grande ville, avec un accès pas toujours facile, le recrutement est aussi un vrai sujet quand vous voulez innover. Et donc, pour terminer, moi, c'est le message que je voulais passer, c'est que l'innovation sur les territoires, c'est une très bonne chose, mais au-delà des grands discours, il faut toujours être pragmatique le plus possible et il faut être en capacité d'anticiper les grandes tendances qui peuvent permettre de soit spécialiser certains territoires ou soit ne pas être, on va dire, largué, si vous permettez l'expression. Et ça, c'est de la prise de conscience qui se fait le plus tôt possible, à la fois en infrastructure, à la fois en enjeu du numérique, mais il n'y a pas que le numérique dans la vie. Et c'est pour ça que je me suis permis de mettre cette citation de Winston Churchill que j'aime beaucoup, c'est qu'il faut toujours prendre le changement par la main avant que celui-ci nous prenne à la gorge. Et ça vaut la même chose pour l'innovation sur les territoires. C'est anticiper le plus possible ce que les territoires peuvent faire pour nous et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour les territoires. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à faire de la France un champion de l'innovation sur certaines niches. Et on a toutes les capacités à la fois industriels, universitaires et autres pour permettre à la France d'être un leader mondial dans certains domaines. Et j'en ai terminé, Vincent, avec ce que j'avais à dire. Merci beaucoup François et merci d'avoir tenu le temps. Merci aussi d'être un exemple en matière d'innovation. Generate prouve qu'il a compris la logique de dynamique des territoires. Que tu l'as comprise. Et on va prendre une question, une seule. Si tu peux y répondre en une trentaine de secondes, c'est merveilleux, pour essayer de limiter le retard qu'on a pris et qui est malheureusement inévitable dans ce genre de circonstances. Guillaume? François, que pensez-vous du lancement du fonds souverain Auvergne-Rhône-Alpes et avez-vous d'autres exemples de fonds souverains territoriaux en France? Alors, je suis désolé, Patrick Blanchon, j'ai un peu coupé votre question, mais c'est pour aller à l'essentiel. Donc, réponse est claire. C'est une très bonne chose que les régions s'investissent là-dessus. Et il y en a 2-3 autres des régions qui se lancent là-dedans. Et pour moi, aujourd'hui, sincèrement, il n'y a pas assez de fonds qui soient privés ou publics qui soutiennent l'innovation en France. Il y a de l'argent, mais il n'est pas toujours distribué de la bonne manière. Et aujourd'hui, l'initiative que fait la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça ne peut que aller dans le bon sens. Après, il faut voir les conditions qui font que ce fonds permettrait d'agir et d'actionner. Est-ce que ça conditionne absolument de rester pendant 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans dans la région? Il faut voir les conditions qu'il y a derrière. Mais dans tous les cas, c'est une initiative et je ne peux que prôner les autres régions de pouvoir solliciter ce type d'initiative pour permettre à des entreprises innovantes de s'implanter sur leur territoire. Merci beaucoup François, merci beaucoup pour cette très bonne question. Après l'innovation, nous allons passer au deuxième pilier des réflexions du système de territoire, la réindustrialisation, un sujet dont nous avons une des figures universitaires et médiatiques en France qui est Anaïs Boisgélis. Anaïs, je te laisse la parole. Merci à toi d'être là. Merci Vincent, merci pour votre invitation aussi. Alors, je vais essayer de respecter le temps imparti en sachant qu'il y a énormément de choses à dire sur l'industrie. J'espère que vous allez bien m'entendre aussi puisque j'ai beau être à Paris, le réseau n'est pas d'une qualité extraordinaire et il semble qu'il y ait des coupures aujourd'hui.
touchons du bois. Il y a beaucoup de choses à dire, donc, comme je disais, sur la réindustrialisation qui est rentrée dans le débat public très fortement depuis mars 2020, à la faveur de la crise de la Covid-19, qui a montré les fragilités de la France et la situation très préoccupante de notre tissu productif et la situation de dépendance dans laquelle on se trouvait. Situation de dépendance, on l'a vu à travers les masques, les ruptures d'approvisionnement sur des principes actifs et sur bien d'autres choses. Ça a renvoyé une image terrible de la France en projection vers nos partenaires européens, mais aussi sur notre inconscient collectif. On se souvient tous de ces médecins en surblouse avec des sacs poubelles qui montrent une image d'un État qui n'a plus forcément les moyens de ses ambitions. Le fait qu'au pays de Pasteur, on n'a pas forcément trouvé de vaccin. Et puis, ça a aussi montré notre dépendance, pas uniquement productive, mais notre dépendance numérique. Et quand on parle de réindustrialisation, le numérique est aussi un sujet clé, puisque l'industrie de demain, on la veut de plus en plus automatisée, on la veut de plus en plus agile, et donc elle a besoin pour cela de solutions du numérique pour appuyer ces nouveaux développements industriels. Or, on voit que dans toutes les grandes solutions numériques qu'on a utilisées pendant toute cette crise, à savoir tous les réseaux pour communiquer en visio, etc., il n'y avait aucune solution française ou européenne. Donc, c'est bien important de préciser que cette dépendance et cette perte de souveraineté, elle ne concerne pas seulement l'industrie. Depuis mars 2020, on a un consensus progressif qui est en train d'émerger sur le besoin de réindustrialiser la France, avec souvent un débat mal posé, une confusion entre les buts, les moyens, les ambitions qu'on se donne, mais un consensus relatif est en train d'émerger sur ce sujet. Ça fait quelques années qu'il y avait eu des signaux d'alerte envoyés à la fois par des gens comme le Gallois, à travers le rapport Gallois et les conséquences qu'avait la désindustrialisation sur la France et sur nos capacités de rebond. Il y a eu des messages d'alerte envoyés par quelques politiques, mais là, on se rend compte que la réindustrialisation devient une forme d'urgence et qu'elle est dans toutes les bouches. Alors, on peut se poser la question de pourquoi réindustrialiser, parce que selon, en fait, on ne réindustrialise pas de la même manière en fonction des buts que l'on cherche à atteindre. Moi, je considère qu'il y a 4 enjeux à travers on va dire 3 et un que je divise en 2. Il y a un enjeu de souveraineté, qui est souvent un sujet évoqué, mais qui est très, très mal défini, puisque tout le monde parle de souveraineté sans vraiment savoir ce que c'est, sans vraiment savoir ce que signifie d'être souverain sur le plan industriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand on assemble des batteries en France, on peut vraiment se dire souverain sur cela, quand la technologie n'est pas française, quand les approvisionnements ne sont pas maîtrisés par des entreprises françaises? Et ça, on a tendance à l'oublier dans le débat public. C'est aussi un sujet de cohésion sociale. On a vu que les Gilets jaunes disaient un certain nombre de choses sur les maux qui traversent notre pays, le mal-être qu'éprouve une partie de la population. Et c'est aussi un enjeu de cohésion territoriale, puisqu'on peut implanter des usines sur l'ensemble du territoire et l'industrie a une capacité d'entraînement en termes de création d'emplois que peu d'autres activités ont, en tout cas que les activités tertiaires n'ont pas. On sait qu'on considère généralement que pour un emploi industriel créé, on crée 3 à 4 emplois indirects. Et ça, ce n'est pas le secteur tertiaire qui peut créer ces effets d'entraînement. Et donc, on peut recréer de l'activité un peu sur tout le territoire et recréer un maillage territorial d'activité. Et c'est surtout un enjeu de création de valeur. Je m'amuse beaucoup quand j'entends des gens dire « mais ce n'est pas la peine de relocaliser puisque nous ne sommes pas en situation de dépendance et nous pouvons nous approvisionner à travers différents pays ». Mais l'enjeu, ce n'est pas tant d'être capable de s'approvisionner que d'être capable demain de continuer à acheter des produits à l'étranger. C'est-à-dire que si nous ne produisons plus de valeur sur notre territoire et la crise nous montre qu'il y a à la fois un risque qu'on continue à se désindustrialiser, mais elle montre aussi qu'on délocalise aussi des activités de col bleu et ce genre de choses, et bien petit à petit, on risque de ne plus créer suffisamment de valeur sur notre territoire pour soutenir notre modèle social. Et donc, les conditions et les termes de paiement quand vous n'êtes plus la France peuvent être beaucoup plus complexes. Et ça, je trouve qu'on le sous-estime dans le débat public. C'est-à-dire que la réindustrialisation, ce n'est pas que pour se faire plaisir. C'est vraiment un enjeu de création d'emplois dans notre territoire et de création de valeur pérenne. La crise, elle a aussi montré la profondeur de notre désindustrialisation par rapport à nos partenaires européens. L'industrie manufacturière, c'est environ 10% de points de PIB en France, c'est beaucoup plus en Allemagne, en Italie et même en Suisse, si on veut regarder en dehors du contexte purement de l'Union européenne.
Elle a montré aussi tout l'impact de la désindustrialisation sur nos écosystèmes, les écosystèmes de production. Et on se rend compte que quand la France se désindustrialise, eh bien, c'est tout l'écosystème qui se défait. Et donc, on perd le lien entre le lieu où on fait et le lieu où on innove. Et donc, on perd en qualité. C'est aussi un impact sur les compétences, puisqu'à partir du moment où vous détruisez de l'activité industrielle, eh bien, vous n'avez plus besoin de ces compétences. Et donc, quand vous voulez refaire revenir des activités industrielles, vous n'avez plus ces compétences et parfois plus les capacités de former. Donc, il y a certains secteurs, on se pose presque la question de savoir si on ne va pas faire revenir des gens partis à la retraite pour reformer de nouvelles... Et donc, parce que le temps passe vite, réindustrialiser, ça va être quelque chose d'extrêmement complexe. Ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a des relocalisations qui viennent, des entreprises qui vont revenir en France, on ne va jamais reproduire ce qu'on a détruit. On tronque aussi le débat en disant réindustrialiser, relocaliser. Pour moi, la relocalisation est un enjeu de la réindustrialisation. Mais qu'est-ce que c'est relocaliser? Est-ce que c'est créer de nouvelles usines? Est-ce que c'est rapatrier des volumes sur des sites existants? C'est toutes ces questions qu'on doit se poser. Et pour espérer une réindustrialisation, on doit être capable de penser une stratégie globale, systémique et de long terme. La réindustrialisation, ce n'est pas une histoire de 3 ou 4 ans, c'est une histoire de 30 ou 40 ans. La désindustrialisation, c'est une histoire de 30 ou 40 ans. Parce que par les choix d'industrie que nous allons faire, nous allons conditionner nos investissements en infrastructure. Si vous voulez développer l'hydrogène ou le véhicule électrique, vous n'allez pas penser les mêmes infrastructures que si vous voulez maintenir le véhicule thermique ou le véhicule thermique mais du biocarburant, pas forcément énergie fossile. Et donc, notre stratégie de réindustrialisation, elle va être aussi conditionnée par ça, et donc elle va être aussi plus largement, et je crois que ça a été évoqué à un moment, par le projet de société qu'on veut définir. L'industrie, elle est au service d'un projet de société plus global. Quelle société nous voulons bâtir? Quelle est la vision que nous nous faisons de la nation et la manière dont on se représente dans le monde? Et là, nous définirons les industries qu'on doit réimplanter de manière prioritaire ou développer de manière prioritaire sur le territoire. Par ailleurs, au-delà de cette vision globale, et c'est important de parler de stratégie, il y a eu des politiques industrielles en France au cours de ces 30 à 40 dernières années. Il n'y a plus de stratégie industrielle. Et il faut bien différencier stratégie et politique industrielle. Et il faut être capable de l'articuler à 3 échelles, l'échelle locale, régionale, l'échelle nationale et l'échelle européenne. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a déjà beaucoup de difficultés à penser des choses à l'échelle régionale sans concurrence entre les régions. Tout le monde aujourd'hui veut faire son plan hydrogène, par exemple. Alors déjà, l'hydrogène, encore une fois, on a aussi des sujets sémantiques. De quel hydrogène on parle? Est-ce qu'on parle d'hydrogène vert, d'hydrogène bleu, d'hydrogène gris? Les conséquences sur l'environnement ne sont pas les mêmes. Les développements technologiques ne sont pas forcément les mêmes. Donc, on voit bien qu'il y a besoin de mettre de la finesse derrière tout ça. Mais on se rend compte que toutes les régions veulent développer leur plan hydrogène. Et donc, on est sur la dilution de moyens humains et de la dilution de moyens financiers. L'autre chose qui me tient à cœur, au-delà de cette vision globale, c'est d'être capable de réenchanter l'imaginaire autour de l'industrie. L'industrie, c'est encore vu comme une voie de garage parce que c'est lié à l'aspect manuel, à des métiers parfois qu'on estime moins qualifiés. Et donc, on a tendance à être dans ce dénigrement. Aujourd'hui, dans tous les gens qui vous parlent d'industrie, combien sont prêts à accepter que leurs enfants aillent travailler dans une usine? Combien? Eh bien, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas beaucoup de choses parce que travailler dans une usine, ça reste quelque chose qui est dévalorisé aujourd'hui. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent dans des usines, on les entend très peu dans le débat public. On ne fait jamais venir un ouvrier sur BFM ou CNews pour parler de ses conditions de travail et de la beauté de son métier. On fait rarement venir un technicien ou un ingénieur. Et pourtant, c'est aussi ces gens qui sont capables de valoriser l'image de l'industrie. Donc, on doit leur redonner une place dans le débat public pour valoriser ces métiers et donc redonner de la consistance à ce qu'est l'industrie, à ce qu'est la transformation de la matière et comment l'industrie est clé dans nos vies. Enfin, et je vais un peu dépasser, je crois, les 10 minutes imposées, il y a un triple investissement à avoir. Un investissement dans notre outil productif. On a sous-investi considérablement dans l'outil productif français, qui est un des plus vieillissants en Europe, et donc qui n'est plus capable de répondre aux évolutions de marché, personnalisation, rapidité, plus petite taille de série, etc. Et donc, on s'est affaibli durablement parce que notre outil productif est vieillissant et ne répond plus à ces attentes. Il va falloir investir dans les compétences d'aujourd'hui, les compétences de demain, et attention dans les compétences de demain, parce que un certain nombre de grands groupes sont en train de dire que maintenant, ils acceptent le télétravail à vie, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à avoir des travailleurs du monde entier, et donc la localisation n'aura plus d'importance. Ça veut dire
qu'on peut éventuellement remplacer des cadres sur les standards sociaux européens par des cadres sur des standards sociaux moins élevés. Mais pas seulement, ça veut aussi dire que la compétition sur les compétences clés de demain, elle devient mondiale. Et qu'est-ce que va peser une ETI du fin fond de la Loire face aux rêves que peuvent renvoyer les GAFAM et les salaires qui ne sont pas les mêmes? Et donc ça va vraiment nous poser des problèmes et il va falloir être capable d'absorber ça, de former largement, d'anticiper les besoins des industriels sur les compétences liées à l'industrie 4.0, l'industrie du futur, et aussi sur les compétences pratico-pratiques, hein, les soudeurs, autres, qui eux ne seront pas mis en concurrence à l'échelle mondiale, mais en tout cas dont on a besoin et pour lesquels on ne forme plus assez. La troisième chose qui est clé, c'est investir dans l'innovation. La France, elle ne s'est pas affaiblie en premier lieu par rapport à la Chine, qu'on n'arrête pas de pointer du doigt, ou éventuellement les États-Unis. Elle s'est affaiblie par rapport à ses partenaires européens. On a perdu nos avantages comparatifs par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, en premier lieu. C'est en premier lieu avec eux qu'on commerce. Donc, c'est en premier lieu avec ces pays qu'on doit reconstruire des avantages comparatifs. Et ça se passe par l'innovation, une innovation à la fois publique, parce qu'on sait que quand on investit dans l'innovation publique et dans la recherche et le développement public, il y a des transferts dans le privé et aussi de l'investissement dans le privé. On est juste dans une lente décroissance de notre investissement dans l'innovation en France. Et c'est ces trois sous-investissements qui font qu'aujourd'hui, on se questionne sur notre capacité à réindustrialiser. Enfin, il y a deux autres choses que je voudrais dire. Il va falloir simplifier et clarifier notre manière de fonctionner. Il y a beaucoup trop d'aides en France. On fait du saupoudrage, on veut aider tout le monde. C'est illisible, personne n'y comprend rien. Entre le moment où une aide est votée et le moment où elle arrive dans les caisses de l'entreprise, je pense qu'il y a de la perte en ligne et il y a quelque chose à faire. Il va falloir travailler à équilibrer les rapports de force mondiaux. Et ça se joue à l'échelle européenne. Ça ne doit pas être une question de repli sur soi. Ce n'est pas du défensif. C'est juste que quand on oblige nos industriels, par exemple, à investir dans la décarbonation de leur industrie, ils ne peuvent pas être en compétition face à des sites industriels qui n'ont pas les mêmes exigences et donc ils peuvent investir leur marge sur d'autres sujets et notamment l'innovation. Et donc, on a un enjeu de rééquilibrer ces rapports de force mondiaux, mais on doit aussi rééquilibrer nos rapports de force à l'échelle européenne parce que le dumping fiscal, il se passe en premier lieu en Europe avec des pays qui ont fondé leur modèle de développement économique sur un très faible taux d'impôt sur les sociétés. C'est le cas de l'Irlande. Tout le monde parle aujourd'hui d'un impôt unique sur les sociétés. Je vous assure que le consensus à l'échelle européenne, il n'est pas prêt d'arriver avec l'Irlande et le Luxembourg dans le débat. Et on a aussi un phénomène de dumping fiscal très fort en Europe. La dernière chose que je voudrais dire pour conclure, c'est à la fois se donner les moyens de nos ambitions, mais c'est surtout se dire que c'est un enjeu collectif. La réindustrialisation, ce n'est pas l'histoire des industriels, c'est l'histoire d'une société qui va se mettre en mouvement pour son destin collectif et le définir en commun. Et donc, il va falloir que tous on joue un rôle pour notre industrie, parce que si à titre individuel, nous ne commençons pas par favoriser les produits français ou européens, alors il n'y a aucune réindustrialisation, qu'elle soit française ou européenne, qu'on puisse espérer, parce que la désindustrialisation, c'est une histoire d'acteurs qui se sont mis à ne plus jouer le jeu. La réindustrialisation, c'est quand tout le monde se mettra en mouvement vers un objectif commun. Voilà. Je suis désolée, j'ai dépassé de 3 minutes, j'ai fait 13 minutes. Non, mais merci beaucoup Anaïs pour cet éclairage extrêmement percutant. On va prendre une question du coup. Guillaume, je te laisse la question. Si tu peux répondre rapidement, Anaïs. Anaïs, le problème de la désindustrialisation de la France ne vient-il pas essentiellement du coût du travail en France, grévé par nos impôts, taxes, cotisations, charges sociales diverses, sans parler du poids de la norme et des règlements? Comment réduire leur poids et leur nombre? En quelques instants, en quelques mots si possible. Alors déjà, on a un problème en France, c'est la surtransposition des normes européennes dans le droit français. Donc ça, c'est un problème. On a une inflation législative énorme. Sur le coût du travail, moi, je serais un peu plus mitigée parce que les impôts, etc., il y a des problèmes, certes. Il y a des choses qu'on peut alléger, certes. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en France, on a aussi toute une cohorte de niches fiscales qui existent. Le CIR, dispositif unique au monde, le CICE, alors qui ne profite peut-être pas le plus aux industriels, mais le CICE. Donc, il y a beaucoup de moyens de rétribution derrière, enfin de redistribution derrière de tout ça. Donc, je pense que l'un des meilleurs moyens, c'est que quelqu'un ait un jour le courage, vraiment, et je pense que courage est un mot très faible, de faire une vraie réforme fiscale d'ampleur, parce que je l'évoquais un petit peu en introduction, Vincent, mais on a aussi un vrai problème de consentement à l'impôt aujourd'hui en France, c'est-à-dire que plus personne n'a envie de payer d'impôts parce que tout le monde le trouve injuste, et donc il y a vraiment besoin d'une réforme globale qui ne va pas concerner uniquement les taux, mais aussi les assiettes. Et donc ça, il y a un effort de simplification.
Mais je pense qu'on pourra aussi relativiser la réalité, en fait, notre différentiel par rapport aux autres, même s'il y a des choses à traiter. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des industriels qui, malgré tout ça, continuent de produire en France et sont les leaders dans leur secteur. Donc, ça montre aussi que ce n'est pas non plus impossible et qu'on a un modèle social auquel on tient. Merci beaucoup Anaïs, merci beaucoup à Philippe pour sa question. Donc on est toujours un petit peu en retard. Je vais demander à Alexandre de bien vouloir nous rejoindre et prendre la parole. Donc après l'innovation, après la réindustrialisation, nous allons évoquer le sujet clé de la relocalisation à travers les zones franches portuaires dont Alexandre est un des spécialistes mondiaux. À toi, Alexandre, et merci encore d'être parmi nous. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous tout d'abord de m'avoir convié à cet événement. Donc merci Vincent et Guillaume. Ce sont des enjeux importants, je pense, que ceux que vous portez avec votre think tank et que moi j'étudie à mon échelle et sous le prisme de l'économie portuaire. Et plus précisément des ports et comme vous le disiez Vincent, des zones franches portuaires. Donc pourquoi les ports? Les ports, ils sont nécessairement décentralisés. En France, où on a 3 façades maritimes différentes, plus nos ports d'outre-mer, on ne peut pas avoir des ports, tous les ports qui soient à Paris. Donc nos ports, on en a 8 grands ports maritimes, et puis d'autres ports secondaires. Ces ports sont nécessairement en région. Et donc, on a à la fois sur les façades sud le port de Marseille, sur les façades atlantiques, les ports de Bordeaux, La Rochelle, Nantes, et puis sur la façade Manche, on a le Dunkerque, et puis les ports maintenant centralisés autour d'Aropa, de Rouen, du Havre, et puis de Paris. Les ports sont un enjeu territorial également parce que ils sont vecteurs d'industrie. Donc, dans les zones portuaires, on a des industries qui viennent s'implanter et on voit dans les ports français, mais surtout quand on regarde des ports étrangers, les développements portuaires se font à travers l'industrie. Et quand on regarde les créations de ports, comme je le fais parfois quand je travaille pour la Banque mondiale, ou des créations de ports en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, c'est souvent une impulsion industrielle qui fait la création et le projet portuaire. Ensuite, ce sont des zones aussi où on n'a pas seulement de l'industrie, mais on a aussi du service, tous les services logistiques qui sont liés. Et on a un besoin de compétitivité qui est fort dans ces zones et qui, comme ça a été déjà évoqué, est une compétitivité qui est souvent une compétitivité hors prix. Il faut savoir que si on prend l'exemple d'un flux qui vient, pour prendre un exemple bête et méchant, du centre de la Chine, du Xi'an, et qui va, je sais pas, à Lyon, par exemple, la majeure partie du coût de transport proviendra de la partie terrestre en Chine. Le transport maritime vient en second lieu et le passage portuaire représente une part très faible. Donc, en fait, le choix du port dépend très peu du prix, mais plutôt des services qui sont donnés. Et donc, l'ensemble du flux des services et de la valeur ajoutée qui va être faite dans le port va permettre de développer la place portuaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des concurrences très fortes de nos ports français. Sur la façade méditerranéenne, on a les ports de Gênes et surtout de Barcelone et d'Algeciras en Espagne sur le détroit de Gibraltar qui sont très agressifs et qui ont des politiques très agressives et intégrées et qui vont chercher des flux jusqu'en France en venant parfois investir pour le port de Barcelone, par exemple, dans des plateformes logistiques à Toulouse et à Lyon. Et puis, sur ce qu'on appelle la rangée nord, on a les concurrences très fortes des ports de Anvers, Rotterdam, Hambourg, qui viennent gréver la compétitivité des ports français et pas seulement, ou pas nécessairement même sur le coût, mais plutôt sur le service qui est offert. Là où c'est quelque chose qui est intéressant aussi, et c'est un deuxième point, c'est que le port nous permet de voir la mondialisation non seulement comme un endroit où on va capter des flux et pouvoir les attirer,
mais aussi en termes de flux. C'est-à-dire que c'est une dynamique, c'est quelque chose qui est mouvant, et en fait, ce n'est pas seulement le lieu en soi qui va être important, mais ça va être le flux. Donc, pouvoir capter ce flux, qui est très volatile et qui peut aller d'un endroit à un autre, c'est l'enjeu des stratégies portuaires. Donc aujourd'hui, ou depuis janvier, on a eu un nouveau CIMER, donc un conseil interministériel de la mer. On a lancé une nouvelle stratégie ambitieuse pour les ports, et notamment une stratégie qui va prendre en compte les zones franches. Alors ces zones franches, elles sont intéressantes, notamment parce qu'il y en a dans quasiment tous les ports du monde, sauf les ports français. Si on regarde l'Europe, les seuls pays dans lesquels on n'a pas de zone franche portuaire sont l'Albanie et la France. Donc, on a aussi ce prisme du port franc qui est un enjeu important aujourd'hui, puisque l'une des premières mesures qui a été prise par la Grande-Bretagne après le Brexit, d'ailleurs, ils avaient déjà commencé à y travailler avant même le Brexit, enfin avant que le Brexit soit effectif, c'était la création de ports francs dans les ports britanniques. Donc, ils vont avoir 8 ports francs qui vont se développer et dont l'objectif est justement de relocaliser des industries sur le territoire britannique. Donc aujourd'hui, la France se pose la question de développer, de redévelopper son industrie et son service, le secteur des services de transport, grâce à de telles zones franches. Pourtant, ce n'est pas nécessairement chose facile. S'il existe différents types de zones franches, on a des zones franches qui vont être plutôt industrielles et des zones franches portuaires qui vont être plutôt tournées sur la logistique. On a des différences de zones franches selon l'endroit où on se situe sur la chaîne logistique globale. Et donc, si par exemple je me situe près du point de consommation ou de production, je vais avoir un certain type de zone franche qui va surtout centraliser les flux, avoir des transformations retardées avant justement d'atteindre le marché. Et si je suis en revanche au milieu d'un transport entre deux zones douanières différentes, par exemple à Dubaï, à Singapour, à Tanger Med, à ce moment-là, on va avoir d'autres types de flux où on va capter un flux dans la zone franche, stocker les produits sous douane et faire des transformations, parfois industrielles, parfois de petites transformations qui vont être des transformations logistiques, avant de réexporter le produit. Donc la stratégie britannique, elle est évidemment d'importer des produits du Commonwealth, de son ancien empire, pour les transformer en Grande-Bretagne et ensuite les réexporter vers l'Union européenne avec lesquels ils négocient des accords pour pouvoir faciliter les échanges. Mais si on est en France, on ne va pas avoir ce même avantage. Donc copier le système britannique ne va pas nous aider, nous, à pouvoir capter des industries et capter des flux dans nos ports. Ou alors, ce sera seulement de manière marginale. On pourra avoir des flux qui viendront de l'extérieur de l'Union européenne, transformer nos produits en France pour les réexporter en Grande-Bretagne ou dans quelques pays qui ne font pas partie de l'Union européenne et qui sont à proximité de la France. Mais en revanche, il y a un projet de zone franche à inventer par la France. Et les zones franches existent depuis l'Antiquité. On trace les premières chez les Phéniciens, puis après chez les Grecs au Pirée, et puis avec les Romains à Délos, sur l'île de Délos. Mais c'est surtout au Moyen-Âge qu'on a changé les différents types de zones franches, et c'est la France qui a été assez innovante avec des zones franches qui vont être créées dans des villes qui ont d'ailleurs souvent gardé le nom de villes franches. Mais on a aussi des villes franches en Suisse ou en Allemagne, Fribourg en est un bon exemple. Et donc, ces villes franches vont en fait répondre à la féodalisation, où on va avoir des seigneurs qui vont lever des impôts et qui, en levant des impôts, vont réduire les flux qui vont aller se loger ailleurs. Et donc, en créant d'abord des foires franches et ensuite des zones franches et des villes franches, on va réattirer les flux dans ces villes spécifiques. Ensuite,
on va avoir toutes les villes de la Hanse qui vont se développer. Aujourd'hui, on voit que les ports de Hambourg, de Copenhague, de Brême ont toujours des zones franches qui datent de cette époque-là. Et puis, de même, nos voisins de la Méditerranée vont développer des zones franches, que ce soit à Trieste, à Venise ou en Espagne. Et aujourd'hui, ils ont toujours des zones franches qui ont évolué avec le temps. Pourtant, avec l'Union européenne, il est devenu difficile d'avoir un avantage intéressant d'un point de vue douanier. Et donc, pouvoir capter des flux dans ces zones franches devient plus compliqué. Et en fait, il faut trouver une autre manière de faire. Donc, quand on regarde les zones franches dans les autres pays de l'OCDE, on voit qu'aux États-Unis, tous les points d'entrée des flux, que ce soit maritimes, les ports de rivière, les aéroports, les ports sur les Grands Lacs, et même certains ports secs qui se situent à la frontière soit canadienne, soit avec le Mexique, bénéficient de ce type de zone logistique qui crée des clusters d'excellence logistique en fait. Et donc, ces clusters logistiques vont permettre d'attirer des industries. Donc, moi, j'ai étudié particulièrement le port de Jacksonville, qui est donc sur la façade est, donc au nord de la Floride, et le port de Hueneme, qui est un port vraquier et ro-ro, donc surtout de véhicules, qui se situe au nord de Los Angeles. Donc, si on prend le port de Hueneme, donc qui est en Californie, entre Los Angeles et Santa Barbara, vous avez une concurrence qui est très forte avec des ports très importants qui sont à Los Angeles et au nord San Francisco, et puis au sud de Los Angeles, vous avez le port de San Diego également. Donc Hueneme, ils se sont spécialisés sur un type de flux qui est des flux de voitures. Et donc en fait, c'est devenu le dans lequel sont faits le principal de tous les tests pour les véhicules qui rentrent aux États-Unis, et notamment tout ce qui va être tests écologiques qui vont être faits sur place. Et donc ça, on apporte une valeur ajoutée, on a des compétences, il y a une réglementation qui a tout un service qui est développé autour de ça. Et Hueneme, petit à petit, est devenu un des ports principaux d'importation de véhicules des États-Unis. Donc ça, ils ont joué sur cet aspect-là. Donc là, c'est une compétence spécifique qu'on ne peut pas vraiment faire ailleurs, qui va être développée. Et autour de ça, va se développer toute une industrie, tout un cluster et tout ce qui est industrie automobile autour. L'autre exemple qui est encore plus intéressant, c'est au port de Jacksonville, où là, on a une entreprise française qui se localisée et qui s'appelle Saft et qui fait des batteries. Et en fait, ils sont venus se mettre ici pour plusieurs raisons. Et donc, ils montrent l'effet de cluster et le côté local où on peut avoir des compétences locales très importantes dans le territoire. Donc, ils sont venus s'implanter parce qu'ils font les batteries qui vont dans les fusées spatiales. Donc, forcément, il y a une proximité du marché qui fait qu'ils sont à côté de Cap Kennedy, où ils vont pouvoir fournir leur batterie directement là. Il y a une autre proximité qui est de la Guyane et de Kourou, et donc qui fait qu'ils vont pouvoir également fournir les industries européennes Airbus, Ariane Espace. Important, ils se sont implantés là parce qu'il y a toutes les infrastructures logistiques qui leur permettent de desservir le sud des États-Unis avec la St. Johns River et avec tout ce qui est ferroviaire et rail, où vous avez des entreprises importantes qui sont implantées sur le port et qui peuvent desservir tout le sud des États-Unis. Donc en fait, le réseau aussi de transport est un vecteur important d'attractivité des flux. Quand on voit aujourd'hui que sur nos ports français, par exemple, on a des difficultés à acheminer par rail des conteneurs vers Paris, on est tout à fait dans le sujet. Et enfin, le dernier point, pour avoir discuté avec les directeurs qui étaient sur place, ils me disaient qu'ils sont venus s'implanter parce qu'ils avaient des universités et donc une capacité d'innovation qui était forte dans la région. Une université à Jacksonville qui a une très forte composante en transport et qui est dans les meilleures universités américaines sur la partie transport, dans tous les classements. Et puis, ils ont Georgia Tech de faire de la recherche et développement et de l'innovation
et de les aider à travailler. Donc en fait, on a sur cet exemple du port de Jacksonville, qui est ni le plus grand des États-Unis, ni la plus grande ville de Floride, ni même forcément des activités industrielles, plusieurs entreprises qui viennent s'implanter sur l'industrie aérospatiale, y compris des industries françaises. Et donc, la question se pose pour nous de attirer à nouveau des entreprises qui étaient en France ou qui ailleurs et qui sont allées dans des territoires différents. Comment nous, France, puissance maritime aussi, dans nos ports, on peut et donc développer nos compétences, nos flux. Et comme ça a été dit avant, à partir du moment où on a délocalisé, ce qu'on voit aussi dans les questions publiées, c'est qu'on perd la compétence. Et donc, aujourd'hui, on est en train de perdre petit à petit notre compétitivité et certaines compétences sur la partie transport et logistique, alors qu'en fait, on a une possibilité de développer nos flux. Il faut savoir qu'à peu près 60% des flux à destination ou à origine de la France vers l'étranger ne passent pas par des ports français. Donc aujourd'hui, forcément, on ne va pas relocaliser des usines de micro-ondes en France parce qu'elles sont toutes localisées, je crois, dans la même ville de Chine. Mais on peut attirer des flux. Si on a des clusters d'excellence logistique qui permettent d'offrir tout un service aux entreprises qui veulent s'implanter. Donc, il faut une excellence logistique avec une excellence opérationnelle, donc la gestion physique du flux, avec des entrepôts modernes, avec des infrastructures de transport, des entreprises aussi, et comme ça a été dit, qui sont françaises et qui peuvent apporter leurs compétences. Il faut également une excellence dans la gestion de l'information, et ça, c'est un enjeu important aujourd'hui, puisque toutes les supply chains sont gérées de manière et on a de plus en plus de dématérialisation des informations. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est tout ce qui est sécurité du flux, donc cybersécurité, gestion aussi voire souveraineté aussi de la donnée. Et puis, on a aussi, il faut qu'avec une excellence environnementale, où on va pouvoir proposer des services qui sont verts et des chaînes logistiques vertes. Aujourd'hui, quand on parle de ports verts, on parle de ports qui produisent des énergies vertes. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut des ports qui permettent d'avoir moins d'émissions de gaz à effet de NOx, de SOx, etc. Et puis, enfin, il faut aussi une excellence dans les idées. Donc, ça passe par, comme on a vu aux États-Unis, des partenariats avec les universités et les entreprises qui innovent, mais également des lieux comme le vôtre où on peut développer des idées. Et donc, je vous remercie aussi pour ce think tank sur le territoire. J'ai essayé de faire bref. C'est parfait. Merci beaucoup, Alexandre. Tu as tenu les délais. On a pu rattraper un petit peu notre retard. On a une question qui est posée, mais je voulais souligner avant que Guillaume ne la lise, le rôle important que tu as joué pour sensibiliser le gouvernement français justement à la nécessité d'imposer des zones franches portuaires dans notre pays, et la chose avance et l'idée avance grâce à toi. Donc bravo et merci. Guillaume, la question? Alors, quel serait selon vous l'impact d'un développement massif du fret ferroviaire au niveau européen en ce qui concerne l'activité portuaire française par rapport aux grands ports de l'ancienne Hanse et les ports méditerranéens? Alors, on a une politique aujourd'hui de développement du fret ferroviaire. On n'a pas les mêmes stratégies ni le même contexte que nos voisins européens, surtout de la Hanse. Si vous voyez les stratégies du port de Hambourg, il y a plusieurs opérateurs de terminaux qui viennent de racheter, enfin qui viennent depuis 10 ans, qui rachètent des compagnies ferroviaires qui ont pour destination la Pologne, la République tchèque, le sud de l'Allemagne. Et en fait, ça permet au port de Hambourg de capter des flux dans l'arrière-pays, donc dans les territoires, donc directement de Pologne. Une fois que le conteneur est mis sur un train
de Hambourg, et il va directement sur le port de Hambourg. Nous, on essaie de forcer la main à ce fret ferroviaire et moi, je me pose toujours la question de savoir s'il est bien opportun de mettre un conteneur sur un train pour aller à Paris ou à Gennevilliers, sachant que ça va prendre 2 heures, 3 heures en camion. Toutes les opérations que ça va nécessiter pour le mettre sur un train va faire que ça va être un service qui est moins intéressant finalement. Écologique, mais ça va être moins intéressant d'un point de vue opérationnel, voire d'un point de vue financier. Donc, c'est assez difficile. La stratégie voudrait, par exemple, si on est au port du, on ait des trains qui aillent au-delà de Paris, et qui aillent chercher des flux, pourquoi pas en Allemagne, pourquoi pas en Italie. Donc, il y a quelques trains, il y a un train pendulaire, je crois, qui va dans la région Auvergne. Donc, toutes les semaines, on a un train complet qui va vers le port du Havre, mais c'est ce genre de choses qu'il faut développer. Parfait, merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup pour cette très bonne question de Lars. Et nous allons céder la parole au sénateur Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, président délégué de l'Association des petites villes de France, qui va nous faire l'honneur et le plaisir de conclure cette première conférence du think tank Territoire. Monsieur le sénateur, cher Loïc. Merci Vincent, merci, bonsoir à tous. Et je suis très heureux de vous rejoindre. Je ne sais pas si j'ai les qualifications pour conclure de tels échanges et tant ils étaient riches et intéressants. En tout cas, j'essaierai de vous apporter l'éclairage d'un parlementaire impliqué sur ces questions-là dans la période actuelle, puisque ces questions de décentralisation, de soutien à l'innovation et de réindustrialisation me parlent à double titre. Évidemment, comme parlementaire, je siège à la commission des lois et on aura des sujets dans les semaines et mois qui viennent, avec notamment un projet de loi sur lequel je vais revenir. Et puis aussi comme un élu d'un territoire transfrontalier, un territoire en voie de métropolisation, ou déjà métropolisé, en partie avec la métropole de Genève. Et je sais qu'il y a des élus, je vois François, je vois Gilbert, qui sont connectés et qui pourraient encore mieux parler que moi de ce territoire et de ce phénomène de métropolisation d'une métropole qui est à l'étranger, puisque nous avons cette spécificité-là en Haute-Savoie. Et pour ma part, je suis élu dans une vallée industrielle, qui est la vallée de l'Arve, et qui est une vallée qui travaille énormément pour l'industrie, notamment l'industrie automobile, et aussi l'industrie aéronautique ou l'armement. Et donc, moi, ce que je voulais évoqué en premier, qui a été finalement touché un tout petit peu du doigt au début, c'est une notion historique et une notion de concept. Une notion historique, c'est que notre pays, il faut le rappeler tout le temps, chaque fois qu'on aborde ce sujet de décentralisation ou de déconcentration, notre pays, l'État-nation à la française, c'est construit par l'État et donc c'est construit par la centralisation. Et donc à chaque fois qu'on essaye d'évoquer ce sujet-là, on tombe sur cet écueil, qui est un écueil historique et culturel qui fait que notre pays, il suffit de regarder la carte ferroviaire du pays, il suffit de regarder les travaux de Jean-Christophe Fromentin pour tempérer ça, mais quand même, notre pays s'est construit en étoile et notre pays s'est construit avec un centre qui est Paris. Et d'ailleurs, je note qu'aucun d'entre vous n'a évoqué l'horrible terme de province au singulier, puisque notre pays considère qu'il y a Paris et qu'autour de Paris, il y a la province. Et c'est évidemment une notion historique et culturelle contre laquelle il faut lutter. Il y a 25 ans, François Léotard, c'était en 96 ou 97, écrivait dans Le Monde une tribune dont j'ai le souvenir et que j'ai retrouvé récemment, que je pourrais vous faire passer, qui s'appelle « Il faut fédéraliser la France ». Alors, je ne sais pas si c'était une provocation ou si c'était une conviction de sa part, mais en tous les cas, cette question-là, du poids des territoires dans notre fonctionnement français est une vraie question. Et tout à l'heure, en introduction, j'entendais la troisième étape de la décentralisation. En réalité, pour moi, il y en a eu deux. Il y a eu les lois de fer, il y a eu les lois Raffarin, et puis il y a eu une succession de lois dans une période dans laquelle nous sommes, avec la loi NOTRe, qui, à bien des égards, s'est révélée une pure catastrophe, j'y reviendrai, et une espèce de cataplasme
pour récupérer les erreurs de la loi NOTRe qui s'appelle engagement et proximité. Et là, on est encore avec la loi 4D, alors la loi 3D, donc décentralisation, déconcentration, différenciation, devenue 4D puisqu'on a rajouté décomplexification. Et on vient d'apprendre que le gouvernement a remplacé ce terme par simplification plutôt que décomplexification. Donc on va de 3D à 4D, on est arrivé maintenant à 3DS. Donc, quand le projet de loi change plusieurs fois de nom au cours de vie, ce n'est pas extraordinairement bon signe, en tout cas sur les concepts. Et donc, le Sénat est en train de travailler actuellement à ce texte. On est dans un paradoxe important. Je vais aller un peu vite en besogne, parce que quand le président de la République a été élu, Emmanuel Macron, il a été amené à venir au Sénat pour nous expliquer, le 17 juillet 2017, qu'il n'y aurait pas de grande loi territoriale pendant toute la durée du mandat. Sauf que les Gilets jaunes en ont décidé autant et que finalement, on en aura au moins 2, engagement et proximité, et puis cette loi qui va qui est confiée au gouvernement à Jacqueline Gourault et qui sera donc qui est déjà en examen au Sénat. Et nous avons commencé à travailler dessus. Mais pourtant, cette loi, dès qu'on la regarde dans sa version dans la version du projet de loi, elle est totalement insuffisante dans les mesures. Il ne s'agit absolument pas de parachever un quelconque troisième acte de décentralisation. Et nous allons essayer, nous, au Sénat, d'insérer à l'intérieur les 50 propositions auxquelles l'ensemble des groupes du Sénat ont travaillé. Je vous la mets dans le chat, puisque ce sont les 50 propositions voulues par le président Larcher, et au terme d'une réflexion pluraliste de l'ensemble des sénateurs, pour essayer d'avoir une réflexion, nous autres qui sommes la Chambre des collectivités locales, qui soyons capables d'apporter un certain nombre de choses. D'emblée, quels sont les sujets qui sont sur la table si on se place du côté des collectivités? D'abord, une vraie question sur la taille critique des collectivités locales. Les communes ont grossi pour certaines d'entre elles, avec la loi sur les communes nouvelles. La loi Mercier-Sueur a permis à un certain nombre de collectivités de grossir. C'est le cas, nous, dans notre département d'Annecy, qui est la plus grosse commune nouvelle de France, ou la deuxième plus grosse commune nouvelle de France. Les régions sous le département, sous l'empire de François Hollande, ont cru pour un certain nombre d'entre elles. On est ici dans une région considérable, hein, Auvergne-Rhône-Alpes, Aurillac est plus proche de l'Atlantique que la frontière franco-suisse. Et puis, on a un niveau de collectivité qui n'a pas bougé. J'ai oublié les intercos qui ne sont pas des collectivités au sens juridique du terme, mais il y a un niveau qui n'a pas évolué, qui est resté sur sa cartographie napoléonienne, qui est le département. Et donc, moi, je pense qu'une des questions est de savoir comment on fait évoluer, non pas pour faire disparaître le département. Malheureusement, Manuel Valls a perdu ce débat-là, en tout cas. Je ne pense pas qu'il ait perdu. Il voulait supprimer purement et simplement les départements. Moi, je pense qu'il faut les regrouper par grappe. Et donc, cette question-là sera, à mon avis, assez peu abordée dans la loi 4D. Moi, j'essayerai de porter ce débat-là parce que, comme dans d'autres départements, alors il y a peut-être les Alsaciens qui ont réussi à avoir leur truc dans leur coin, mais nous, je pense qu'on aurait intérêt à travailler ce sujet-là. Et puis, comme d'habitude en France, on adore bricoler les compétences des collectivités, leur périmètre. Il y a 2 sujets qu'on n'aborde jamais. C'est le sujet financier, puisque si vous comparez la puissance des régions avec la compétence économique à la question de la puissance économique des lenders allemands, vous verrez tout de suite, dans les chiffres même de ces territoires, les différences absolument énormes qu'on peut avoir entre eux. Et puis, il y a un autre sujet, et ça, on l'a abordé avec Jacqueline Gourault hier, puisque mon groupe l'a reçu au Sénat, c'est le sujet, non pas des relations des collectivités territoriales avec l'État, mais la relation des collectivités territoriales entre elles. Parce que c'est très bien de supprimer la clause de compétence générale et de dire que tel niveau de collectivité s'occupe de telle compétence, mais quand vous plaquez là-dessus le principe constitutionnel qu'aucune collectivité ne peut exercer une tutelle sur une autre, à ce moment-là, la question même du rapport entre les collectivités territoriales, c'est une question qui se pose, et donc la question financière avec la question de la fiscalité
qui devraient aller avec. Hier soir, j'ai suivi dans ma région le débat entre les différentes têtes de liste de la région qui expliquent que les impôts n'ont pas été augmentés ou ne seront pas augmentés ou qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Enfin, quand on regarde objectivement quelles sont les marges de manœuvre fiscales qui restent aux régions, oui, même si on voulait augmenter considérablement les impôts, c'est devenu un levier qui n'existe quasiment plus. Et demain, qui n'existera plus non plus pour le bloc communal, comme il n'existera plus ou très peu pour le bloc, pour l'échelon départemental. Voilà, donc c'est un sujet qui va arriver pour le Sénat entre les élections régionales et départementales et l'élection présidentielle, en ne sachant pas si on arrivera à promulguer la loi 4D avant les élections présidentielles. Donc un vrai sujet pour le Parlement, d'essayer, alors qu'on sait très bien que le sujet de l'organisation territoriale du pays est un sujet majeur, je suis désolé de vous le dire, mais on ne peut pas l'aborder la 4e année du mandat de manière sereine. On ne peut pas l'aborder non plus alors qu'on est encore dans les conséquences de la crise des Gilets jaunes et qu'on n'a pas encore tenu compte tout à fait de l'intégralité des conséquences de la crise sanitaire. Je vais prendre comme exemple la question de l'organisation des ARS. On sait notre pays s'est agencialisé à l'américaine 20 ans après les Américains. Aujourd'hui, on va démonter les agences pour redonner plus de pouvoir aux collectivités territoriales. On a des enjeux qui sont absolument considérables et qui sont sur la table. J'espère que le Parlement aura dans les semaines qui viennent la possibilité de porter des changements significatifs. Vous avez vu que c'est une conclusion en demi-teinte. Et évidemment, j'ai des doutes sur la capacité que nous aurons à pouvoir mener ces évolutions-là dans les semaines qui viennent. Désolé, Vincent, de conclure sur des termes qui sont aussi peu positifs, mais en tout cas interrogatifs, parce que vos différentes interventions, vos différentes questions ont démontré qu'il y a un fort besoin de mener des réformes importantes dans ce domaine-là dans notre pays. Et donc, en tout cas, je fais partie plutôt de la famille des Girondins, moi, pour ma part, et je pense qu'il y a vraiment urgence à le faire. Merci à tous. Merci beaucoup Loïc. Alors, on a une question qui te concerne, qui sera la dernière ce soir avant de conclure. Mais merci encore une fois pour cette intervention. Et même si tu termines sur une note un peu douloureuse, on sait que tu as assez d'enthousiasme et d'énergie pour inverser le cours des choses voilà, dans les années qui viennent. Guillaume, la question? Monsieur le sénateur, est-ce qu'un diagnostic a été mené pour capitaliser les actions menées dans le cadre des actes 1, 2 et 3 de la décentralisation? Oui, j'ai lu cette question d'Anne. C'est plus maintenant une œuvre d'historien ou de politologue qu'une œuvre de politique. Parce que la décentralisation de fer, c'est 82-84. La décentralisation Raffarin, c'est les années 2000. Et que vous savez que dans notre pays, on n'a pas encore attendu que les derniers décrets d'application de la loi précédente soient sortis pour déjà être dans la réforme suivante. Et donc, on a une vraie question qui interpelle sur ce que serait un nouvel acte de décentralisation pour passer au 3e ou au 4e. Ça, on peut avoir un débat. Et en tout cas, il faudrait s'appuyer, je pense, plus sur les travaux de mon ami Jean-Christophe Fromentin, qui a commencé et qui a introduit nos débats sur des questions de métropole, sur des questions de temps de trajet, sur des questions réelles, tant la France a changé depuis 40 ans. Et donc, on a une nécessité d'avoir plutôt des chiffres à jour pour se poser cette question de la subsidiarité. J'ai vu qu'on parlait d'Europe tout à l'heure au début de la discussion, mais de fait, aujourd'hui, l'échelle, par exemple, qui est la nôtre, nous, dans un bassin de vie transfrontalier, l'échelle, elle ne peut pas se limiter à ces 40 dernières années à l'échelle au périmètre national. Et la question de l'organisation de la colonne vertébrale européenne, qui est la Lotharingie, qui va de la mer du Nord à l'Adriatique, c'est comment est-ce qu'on organise dans ce petit royaume entre celui de Charles de Chauve et de Louis le Germanique, comment est-ce que cette colonne vertébrale de l'Europe, qui est composée de pays totalement différents, peut être aussi l'axe de construction de l'industrie européenne. Elle l'est de fait entre je le redis, les pays du Nord et la Lombardie. Donc, il faut qu'on ait aussi une vision européenne, à défaut d'être une vision de l'Union européenne.
je ne mélange pas les sujets, mais une vision européenne parce que le sujet est un sujet absolument majeur sur ce périmètre-là. Merci beaucoup, Loïc, monsieur le sénateur, pour voilà, ces excellents témoignages de conclusion. Alors, on n'a plus que 9 minutes de retard. Je vais laisser le mot final à Guillaume Schaeffer, donc le secrétaire général du Syndic Territoire, qui va vous parler des prochaines échéances avant que nous quittions. Et je vous remercie d'ores et déjà d'avoir participé à cette première conférence qui en appelle d'autres, en physique, j'espère. Voilà. Donc, je laisse à Guillaume le mot de la fin et merci encore infiniment à tous d'avoir participé. Alors, évidemment, je remercie en même temps que Vincent de l'honneur que vous nous avez fait, tous amis intervenants, de l'amitié aussi que vous nous avez faite d'intervenir pour Think Tank Territoire. J'imagine d'ailleurs que ceux qui vous ont écouté ont aussi à cœur de vous remercier. D'ailleurs, vous avez même pu répondre à leurs questions, donc merci encore. Et à tous ceux qui assistent, surtout, mais merci beaucoup de nous avoir suivis. J'ai compté environ 60 participants tout à l'heure, donc merci beaucoup, c'est un très bon chiffre pour nous, on est ravis. Bon début. Il y aura, voilà, bien sûr, après des discours si incisifs, vous ne me laissez pas le choix que d'être très court et très efficace pour vous libérer avant un dîner en terrasse. Donc c'est pourquoi je vais me contenter de très peu pour vous annoncer les prochaines échéances de TTT. Donc comme le disait Vincent, on avait débuté cette aventure avec un objectif très clair, c'est remettre les territoires au cœur de la réflexion publique. Et alors cette ambition, malgré toute notre bonne volonté, elle ne se réalisera pas en une seule conférence. Ce sera le travail de plusieurs conférences, de plusieurs groupes de travaux. Donc l'exercice il devra se répéter avec plus d'interventions, plus de thématiques, plus d'élus, de personnalités de la société civile, de collectivités qui viennent s'exprimer ici. Et nous voulons que ces notions de décentralisation, de réindustrialisation et d'innovation, elles conduisent nos propos, qu'elles les irriguent, et surtout que ces propos ils soient construits avec réflexion, intelligence et comparaison. Pour être équipés de la matière grise nécessaire à la réflexion d'ensemble que nous voulons proposer, nous allons organiser TTT de la manière suivante. D'une part, en créant, voilà, très simplement, en créant un bureau exécutif et un conseil des experts. Le conseil des experts, il est chargé de l'orientation de nos travaux et de la définition de nos sujets d'études. Et le bureau sera chargé de la mise en œuvre, de la pédagogie et de mener la structure à bien. Parallèlement à cette structure centrale, nous allons étudier au cours de l'été la mise en place de groupes de travaux qui seraient supervisés donc, par TTT et qui réfléchiraient de manière très concrète à des orientations, à des recommandations, des propositions opérationnelles, si on peut dire, vis-à-vis de sujets qui seraient prédéfinis donc, par le Conseil des experts. Ces propositions, après, nous pourrons les adresser soit sous forme de recommandations, soit sous forme de notes blanches, à nos élus, à nos responsables politiques, aux collectivités, voilà, dont le sénateur fait partie. Le principe étant que c'est vous qui assistez à cette conférence, ce serait vous qui prendriez part à ces groupes de travail. Et en fait, c'est tout à fait l'esprit d'un think tank collaboratif, si je puis dire, que nous voulons développer. Et donc pour ça, on aura tout l'été pour réfléchir à son organisation, de façon à ce que ce concept soit pleinement opérationnel à la rentrée et pour l'année à venir. Dans le même esprit collaboratif, nous allons nous mettre TTT à la disposition des élus, des collectivités, dans une sorte de rôle consultatif pour les aider à réfléchir à certains sujets, pour réfléchir voilà, au territoire dans le sens large, en mobilisant la communauté que nous voulons créer, cette communauté spécialiste d'experts dont vous faites partie. Donc voilà, pour les précisions assez succinctes sur l'organisation du think tank territoire, vous en saurez plus au courant de l'été et à la rentrée. Voilà, pour notre part, nous allons vous donner rendez-vous le jeudi 30 septembre prochain. Alors, en physique, nous l'espérons, dans la mesure du possible, pour une nouvelle conférence dont le thème sera les territoires transfrontaliers. Voilà, un sujet très intéressant pour vous, monsieur le sénateur. Et voilà, on vous donne rendez-vous surtout pour la rentrée, parce que ce sera le lancement d'une année à la fois très riche pour nous, très riche pour les élus, et bien sûr, hein, c'est une année de préélection. Et surtout, elle s'annoncera très riche pour la communauté de Think Tank Territoire, dont vous faites à présent partie. Merci à tous,
Passez un très bel été et merci encore. Merci infiniment. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.